Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de l'affaire des enfants tueurs de Liverpool. Dans cet épisode, que j'espère vous attendez avec impatience autant que moi, nous allons parler en fait de background, c'est-à-dire de ce qui s'est passé avant les faits dans la vie des deux garçons que nous avons rencontrés lors du premier épisode, à savoir John Venables et Robert Thompson. Ensuite, je vais vous présenter, à l'aide des recherches que j'avais faites lors de mon mémoire, certaines théories que j'ai mises en avant pour savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles ces deux enfants de 10 ans ont été jusqu'à tuer un autre enfant de 2 ans. Pour cela, il va falloir entrer dans l'art de la psychologie pour que ce soit plus simplifié, et puis parce que je ne suis pas réellement une experte, il faut bien le savoir, il faut bien se dire, c'est pas parce que j'ai étudié ça pendant quelques années que je suis devenue une experte, absolument pas. J'ai juste appris certaines choses que j'aimerais vous communiquer. Donc, je vais tout simplement vous donner une partie d'une analyse que j'ai faite. C'est une analyse personnelle, pas faite par une professionnelle, et j'espère que ça vous donnera quand même un semblant de réponse, parce que souvent ça reste frustrant de ne pas comprendre comment on en arrive à un si jeune âge au passage à l'acte d'un crime aussi sordide et cruel. Bien entendu, comme vous me connaissez maintenant un petit peu, vous savez que c'est difficile pour moi d'être régulière pour faire les vidéos. Effectivement, étant donné que je travaille, j'ai du mal à combiner mon travail plus filmer plus monter, car effectivement je fais tout toute seule. Alors c'est toujours un peu irrégulier. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner et peut-être même activer la petite cloche. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir être au courant de lorsque je sors quelque chose, parce que c'est pas toujours évident de savoir. En tout cas, maintenant que les présentations du sujet du jour sont faites, nous allons pouvoir passer à l'action. Tout de suite après le générique. Avant de commencer par John et Robert, je tiens à faire quand même un petit aparté sur la vie de la victime, ou plus particulièrement ses parents. Parce que bien que nous sommes là pour étudier surtout les deux coupables, John Venables et Robert Thompson, il est quand même nécessaire, ne serait-ce que pour un actif avis à l'époque en tout cas, de la famille Bulger, que je ne sais toujours pas prononcer, je suis vraiment désolée. On va rester sur la famille du petit James. La famille du petit James est composée de Denise, sa maman, et de Ralph, son papa. Je sais surtout plus de choses sur la famille de la mère du petit James. Il faut savoir que Denise avait 25 ans à l'époque des faits, et donc avait déjà cet enfant, James, qui n'avait que 2 ans. Elle a quitté le cocon familial, entre guillemets, à l'âge de 20 ans pour se mettre en couple avec Ralph, et elle est issue d'une famille nombreuse de 12 enfants, frères et sœurs. À l'époque, comme beaucoup d'autres familles, ils vivaient dans une grande pauvreté. Et cette pauvreté, malheureusement, ne s'est pas beaucoup améliorée lorsqu'elle s'est mariée avec Ralph. Car la conjoncture économique de l'époque des années 90 à Liverpool était telle qu'il y avait un fort taux de chômage.
D'ailleurs, Ralph dira aux journalistes que c'est un chômeur professionnel. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, car effectivement, il a fait jusqu'à 17 formations qui a été proposée par l'équivalent du Pôle emploi en Angleterre, mais n'a jamais réussi à trouver d'emploi malgré tout. Comme il le dit lui-même, il sait tout faire, mais cela n'a pas réussi à le faire engager où que ce soit. C'était la réalité des années 90 en Angleterre. Ça, c'est l'histoire et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais sachez que la situation économique à cette époque était lourdement difficile pour la classe moyenne et surtout la classe ouvrière. Et la tragédie de cette famille, c'est que quelque temps avant la naissance de James, ils venaient de perdre leur premier enfant à un bas âge. Donc la souffrance de se voir enlever James, qui était pour eux un miracle, est d'autant plus frappante et douloureuse pour ses parents qu'ils ont déjà perdu un premier enfant. Ça sonne comme une malédiction et c'est pour cela que je pense Denise, la maman, a continué toute sa vie à se battre contre la libération de John Venable et Robert Thompson et que son branle de combat contre ce type de libération anticipée, comme on a pu le voir dans le premier épisode, elle est tout à fait contre et elle est plus pour révéler les identités des jeunes garçons et de tout autre criminel. Elle trouve que c'est injuste que des personnes qui ont enlevé la vie puissent avoir une seconde chance. Alors, nous allons nous arrêter là pour la famille de James, mais je sais que c'est peu, mais c'était surtout pour parler de la victime, parce qu'on n'en parle pas assez. Et que je ne veux pas faire l'apologie du crime en parlant uniquement de Robert et de John, puisque ce n'est pas du tout le but, c'est surtout le comprendre, le passage à l'acte d'enfants si jeunes. Nous en avons fini donc sur la famille de la victime. Passons maintenant aux deux accusés, John et Robert. John est né en 1982. Ses parents sont Neil Venable et Suzanne. Il a un grand frère qui a 3 ans de plus que lui et une petite sœur qui a 12 mois de moins que lui. La particularité de sa fratrie, c'est que son grand frère et sa petite sœur ont tous les deux la même difficulté. Ils ont une défaillance mentale qui font qu'ils ont des difficultés à communiquer et des difficultés d'apprentissage tout simplement. Et ce handicap qui a atteint son frère et sa sœur, mais pas lui, va être d'une importance capitale pour la suite. Vous allez comprendre. En fait, au début, tout se passe bien. Enfin, il faut comprendre une chose avant que je vous décrive la vie de John et de son entourage, c'est que le papa, Neil, croit en ce que l'on appelle le old-fashioned relationship. C'est-à-dire que pour lui, le schéma classique de la famille, c'est le papa qui travaille à l'extérieur pour ramener de l'argent pour sa famille, bien entendu, et la maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Seulement dans ce cas particulier, avec 2 enfants avec un handicap aussi lourd, bien que la petite sœur, comparée au grand frère, ne soit pas autant atteinte et autant dépendante de sa mère, mais ça reste quand même une difficulté en ce qui concerne la charge parentale de s'occuper de 2 enfants avec un handicap mental. Dans ces conditions, la responsabilité et les charges sont complètement disproportionnées. C'est-à-dire que le papa travaille, je ne dis pas que le travail c'est facile, mais ça a un temps limité dans une journée.
Il y a un horaire où on commence à travailler, il y a une fin où on arrête de travailler et on rentre chez soi. Sachant que quand le papa rentre chez soi, il est là, il considère qu'il a fait sa part du marché dans le mariage et que maintenant il est là, il doit se détendre. Sauf que la maman, elle, c'est un peu du 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le grand frère ne peut pas communiquer, il ne sait pas parler. Sa seule façon de s'exprimer, c'est de pleurer et de crier. Il fait de nombreuses crises d'ailleurs, qui peuvent être violentes. Et la petite sœur, elle, ne fait pas autant de crises, n'est pas aussi difficile à comprendre, mais reste quand même quelqu'un dont il faut s'occuper constamment. Il n'y a que John qui, lui, peut se débrouiller seul. Il est d'ailleurs un enfant plutôt intelligent, puisqu'il a su marcher très tôt, il a su parler très tôt, il est très débrouillard, ce qui aide beaucoup sa maman. Mais le résultat, en tout cas, c'est que quand la maman est débordée, qu'elle n'en peut plus, et que son mari rentre du travail, elle a besoin de soutien et elle voudrait exprimer sa frustration. Elle est un peu en colère aussi parce que c'est difficile pour elle d'une femme seule de s'occuper de 3 enfants dont 2 sont handicapés. Et elle n'a pas la réponse qu'elle aimerait recevoir de la part de son mari, à savoir de la compassion, ou en tout cas, la compassion, c'est peut-être un peu dur de dire ça, parce que je ne sais pas non plus, je ne suis pas entrée dans leur intimité, mais c'est ce qui a l'air d'en ressortir, mais en tout cas, aucune participation, car il estime que ce n'est pas sa part du marché d'entrer dans l'éducation des enfants. Malgré ça, malgré cette difficulté, c'est un couple qui reste assez uni. C'est-à-dire que, effectivement, avec le temps, les parents vont finir par divorcer. Cependant, pour le bien-être de leur famille et surtout de les enfants, ils décident de continuer à vivre ensemble, sous le même toit, de s'organiser pour rester unis, de toujours avoir un semblant de famille pour ne pas perturber les enfants. Ce qui est... ça peut être une très bonne décision dans le sens où s'ils arrivent à rester en colocation entre guillemets sans que ça ait de trop graves conséquences sur leur vie privée, pourquoi pas. Si ça a permis d'aider les enfants à ne pas être trop perturbés, je dis que c'est une bonne chose. Après, en tout cas, cet acte, quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour juger de cette décision, mais ça prouve quand même qu'il y a un amour inconditionnel pour leurs enfants. Ils sont prêts à sacrifier leur vie privée pour leurs enfants. Et d'ailleurs, à un moment donné, le papa de Suzanne va décéder. Et à partir de ce moment-là, elle va décider de vivre avec sa mère. Pas parce qu'elle veut absolument que Neil ne soit plus sous le même toit qu'elle, c'est parce qu'elle a un besoin important d'une aide pour s'occuper de ses enfants handicapés et de John. Donc sa mère va être cette aide qu'elle attend depuis longtemps. Même si Neil ne vit plus avec son ex-femme et ses enfants, il leur rend visite régulièrement et il garde un contact extrêmement présent. C'est même parfois un peu ambigu, je dirais, parce qu'il lui arrive de rester dormir dans le lit conjugal qui n'en est plus un. Donc, bon, après, comme je dis, on n'est pas là pour juger de ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, ce sont des parents aimants qui, malgré leur défaillance d'accordance sur l'idéologie de certains, sur l'idée de ce qui est censé être l'éducation, ce sont des parents aimants et c'est le point important pour la suite, vous allez comprendre. Alors, cependant, donc jusqu'alors, pour en revenir à John, John est un plutôt bon élève, ça se passe très bien à l'école,
Mais lorsqu'il déménage chez sa grand-mère, il va être dans l'obligation de changer d'école. Et là, c'est le début de la dégringolade, c'est-à-dire que il va se retrouver avec de nouveaux camarades et de nouveaux voisins qui, eux, ne seront pas aussi sympas que ce qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que on va l'insulter et on va l'assimiler à son frère et sa sœur qui ont un handicap. Et on va se moquer de lui à cause de ça. C'est à partir de là que le comportement de John va changer du tout au tout. Ça va commencer par le comportement à l'école. Il va avoir des notes qui vont baisser alors qu'il a l'intelligence de pouvoir suivre correctement les cours, mais son comportement est tel que il n'est plus à même d'être un bon élève. Alors je vais vous citer quelques exemples. Juste après Noël 1991, le professeur de John de l'école primaire Broad Square Primary observe chez John un comportement bizarre et inquiétant. C'est-à-dire qu'il s'assoit sur son bureau, il bascule son buste d'avant en arrière, il gémit, il fait des bruits étranges. En fait, elle a même essayé de le rassurer, de le faire s'asseoir à côté d'elle, mais ça n'a jamais réussi à le calmer. Et ça a empiré lorsqu'il a commencé à utiliser des objets pour d'abord frapper le bureau de son professeur, puis ensuite il commençait à frapper les objets, à gigoter dans tous les sens, et ensuite il se frappait lui-même violemment contre les murs. Et là, ça devient vraiment inquiétant. En fait, ce qui s'est passé juste avant aussi, c'est que quand le voisinage ont commencé à l'insulter et à dire qu'il était arriéré comme son frère et sa sœur, il en a parlé à sa maman. Et sa maman, qui est dans une situation où, c'est dur à dire peut-être, mais elle en a déjà plein les bras avec son frère et sa sœur, elle lui dit qu'il faut ignorer, que les mots ne peuvent pas le blesser. C'est là qu'on voit la grande erreur de ces mots, puisque oui, les mots peuvent blesser. Il n'y a pas que le harcèlement physique qui peut blesser quelqu'un, il y a aussi le harcèlement moral. Mais c'est vrai que dans les années 90, on ne parlait pas vraiment de harcèlement moral. Ça n'existait pas encore autant qu'aujourd'hui. On ne médiatisait pas ce genre de choses. Et je peux comprendre que la réaction de la maman de Suzanne soit ignore. Elle ne lui dit pas « je m'en fous », elle lui dit que lui devrait s'en fiche. Seulement, il est trop jeune. Et là, c'était en 91, donc il avait 8 ans, 7-8 ans. Il est trop jeune pour pouvoir passer outre et juste ignorer comme elle voudrait qu'il le fasse. Mais en même temps, elle a déjà tellement de charges sur les épaules que elle se dit que le seul enfant que j'ai qui n'a pas de souci mental, j'aimerais bien qu'il se débrouille tout seul et que ce soit pas un problème supplémentaire. On imagine que c'est à peu près ça la logique. Et comment lui jeter la pierre ? Elle est quasiment toute seule à gérer ses enfants, donc une difficulté en plus, c'est peut-être une trop grosse surcharge pour elle. Donc voilà où on en est. John n'est pas forcément soutenu par sa mère comme il l'aimerait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, parce que en dehors de ça, à la maison, en fait, il est plutôt protégé. C'est quand il sort de la maison que cette protection n'existe plus. Et c'est cette situation qui va s'aggraver avec le temps. Et quand je dis s'aggraver, c'est que son comportement va devenir malsain. Donc, je vous redonne un second extrait qui va être plus parlant. Donc, le comportement de John continue à empirer. Il se roule contre les murs de la classe, il enlève les dessins, il fait plusieurs démonstrations de désinvolture pour se démarquer des autres. Il finit par s'infliger à lui-même de multiples blessures
à l'aide de ciseaux. Il recouvre son visage de morceaux de papier collés entre eux pour cacher son visage et se suspend la tête en arrière comme une chauve-souris quand il est sur les porte-manteaux de l'école. Il essaye de réagir comme s'il était fou, ou en tout cas de faire comme s'il y avait quelque chose chez lui qui n'était pas normal. Et alors pourquoi il essaye de faire ça? A priori, c'est parce qu'il préfère être comme ses frères et sœurs. Parce que selon sa logique, il a remarqué que son frère et sa sœur sont admis dans une école spécialisée, puisque ce sont deux enfants avec des difficultés qui ne peuvent pas intégrer une école classique. Et il sait très bien que ses frères et sœurs sont bien intégrés malgré leurs différences. Personne ne se moque d'eux, ils sont acceptés. Alors que lui, qui est un enfant, entre guillemets, normal, sans difficulté, il se retrouve maltraité et rejeté par les autres. Il essaye donc d'imiter le comportement de son grand frère pour lui-même intégrer cette école. Il a d'ailleurs fait cette demande à sa mère. Il a demandé à ce que sa mère l'inscrive à la même école que son frère et sa sœur parce que là-bas, il est persuadé qu'il serait accepté. Sa mère a forcément refusé. Elle n'est pas autorisée à inscrire un enfant sans handicap dans une école spécialisée. Donc l'affaire est close, sauf que pour John, c'est un échec. Et cet échec, c'est puisqu'on ne croit pas, je vais faire comme mon frère pour montrer que je suis comme lui et du coup, je vais avoir, entre guillemets, mon passeport pour l'école spécialisée. Mais ça ne marche pas, bien entendu. Et ça va aller beaucoup plus loin, je veux dire même trop loin, puisqu'il va aller jusqu'à agresser un de ses camarades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va étrangler un de ses camarades avec une règle qu'il aura placée sous sa gorge en serrant extrêmement fort. Il aura fallu plusieurs enseignants pour le décrocher de son camarade de classe. Et cet incident, qui est quand même assez remarquable et dangereux, l'a conduit à être expulsé plusieurs jours. Je crois que c'était 3 jours. Je crois que c'est 3 jours. Mais la maman de John va décider de le garder avec lui plusieurs semaines. Je crois 10 semaines. Et c'est à son retour de ces 10 semaines de pause qu'il va rencontrer Robert Thompson. Quelle excellente transition pour parler de Robert. Donc Robert Thompson, lui, c'est pas du tout la même vie. Vous allez très vite comprendre la différence. Dès le début, c'est pas la même chose. Donc pour comprendre la vie de Robert, je vais vous parler particulièrement de ses parents et notamment de sa maman. Donc la maman de Robert s'appelle Anne et elle a rencontré son mari qui s'appelle Robert aussi, donc on va l'appeler Robert Senior, en 1971. À l'époque, elle n'avait que 18 ans et d'ailleurs, lorsqu'elle a annoncé qu'elle se mariait à son père, elle s'est fait frapper à coups de ceinturon parce qu'il pensait qu'elle se mariait précipitamment parce qu'elle était enceinte, ce qui n'était pas le cas. Mais en fait, c'était une façon de fuir sa famille parce que Anne, elle a vécu dans une famille avec un frère et une sœur où elle était maltraitée, insultée, humiliée, frappée. C'était d'autant plus difficile pour elle parce que c'était principalement elle qui subissait, son frère et sa sœur. Eux, en tout cas, je ne sais pas si eux aussi étaient maltraités, mais ils l'étaient moins, en tout cas, ça c'est sûr. Donc déjà, dès l'enfance, cette femme, elle a un châtiment particulier qui fait qu'elle se sent rejetée forcément. Elle n'a pas le choix que de se croire différente des autres, moins bien que les autres. Parce que c'est ce que lui fait comprendre son père. Sa mère, je ne sais pas, mais en tout cas, son père, oui.
Et donc, elle se marie à l'âge de 18 ans avec Robert Senior. Et malheureusement, ce mariage, que son père lui avait prédit comme étant un échec au bout de 12 mois, va quand même durer 17 ans. Mais alors, c'est pas 17 ans d'un beau mariage. C'est un mariage où Anne est souvent battue par son mari, et un mari qui est, en plus d'être maltraitant, et lourdement infidèle. Le problème, c'est que elle est amoureuse de son mari et qu'en plus, chaque fois que elle voudrait lui reprocher ses infidélités, il menace de la quitter avec les enfants. Et des enfants, ils en ont plusieurs. Effectivement, ils ont 7 garçons. Oui, ils n'étaient que des garçons, et malheureusement pour Anne qui voulait une fille, elle n'en a jamais eu. Et durant toute leur vie commune, donc, Robert Senior avait développé pour sa femme une sorte de ressentiment tellement fort que il n'a jamais, enfin peut-être certainement au début, je l'espère, mais en tout cas avec le temps, c'est comme s'il faisait tout pour la rendre malheureuse. Il a trompé, il a maltraité, et il s'en fichait pas mal de ces garçons en fait. Il n'y a que la mère qui s'occupait d'eux. Et les violences conjugales répétées sont un petit théâtre pour ces 7 enfants qui n'arrêtent pas d'assister aux violences faites à leur maman. Donc ils ont une image paternelle de violence, d'un homme froid qui s'en fiche complètement d'eux, et d'une maman a priori soumise qui accepte de subir les coups et le fait que son mari la trompe très ouvertement. D'ailleurs, alors qu'ils vont en vacances, il va trouver une nouvelle compagne, et dès que cette jeune femme, qui a 18 ans de moins que lui, va trouver un logement pour eux deux, il va quitter le logement familial sans se retourner. C'est vraiment montrer à quel point il s'en fiche totalement. Et bien entendu, il ne va payer aucune pension alimentaire puisque il s'en fout quoi. Donc pourquoi payer? Cet enfant, c'est pas vraiment son problème, tu vois. Enfin, vous voyez. Pour en revenir à la situation, vous avez une mère du coup qui se retrouve célibataire avec 7 garçons qui dépendent d'elle. Et leur père ne cherchera plus jamais à les revoir. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point c'est vrai, lorsque sa mère, donc la grand-mère paternelle, décède, il va à l'enterrement comme ses fils, mais il ne leur parlera jamais, ne les regardera même pas, et partira comme il est venu sans faire attention à ces 7 garçons. Donc pour résumer, vous avez un garçon d'un jeune âge qui se retrouve avec un papa qui s'en fiche complètement et qui l'a totalement rejeté. Et c'est dans une séparation, quand même si les parents se disputent, même si les parents ne s'entendent pas, la meilleure séparation parentale, ça reste quand les parents disent, même si on ne se voit plus, je t'aime toujours. Bon, là, même quand il était là, il l'aimait pas, donc il va pas leur dire que la séparation ne change rien. Ou plutôt, si ça change rien, il aime toujours pas. Donc pour un enfant, effectivement, c'est pas aidant. Voilà. Et pour couronner le tout, en 1988, après 7 semaines de vacances, la maison dans laquelle Anne et ses enfants vivent a pris feu. Ils se retrouvent à devoir vivre 2 mois dans un hôtel, et un petit hôtel. Et 7 enfants plus une mère dans un hôtel, c'est pas des conditions du tout idéales pour élever des enfants. Et cette tragédie, cumulée au fait d'être rejetée par son ex-mari, de ne pas savoir comment s'en sortir, fait que Anne commence à sombrer dans l'alcool. Elle se réveille en buvant la bouteille de gin qu'elle cache sous son oreiller pour, comme elle le dit elle-même, se donner un coup de fouet. Donc
on en a une situation plus que chaotique. Les enfants, là, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont un père absent qui s'en fiche complètement, une maman qui n'est plus vraiment apte à s'occuper de ses enfants parce qu'elle est devenue alcoolique. Et ce sont les garçons les plus âgés qui se chargent, on ne va pas dire éduquent, mais ils se chargent des plus jeunes. Et la façon dont ils ont décidé de mettre en place les règles d'éducation, entre guillemets, au sein de la famille, c'est les plus petits sont à la merci des plus grands, ils les frappent, ils leur ordonnent de faire ce qu'ils doivent faire, et comme eux-mêmes n'ont pas eu forcément une superbe éducation, ils n'ont pas de modèle, en tout cas de père, une image de père qui puisse leur servir de modèle, et ils vont commencer à faire pas mal de petits larcins. Parce qu'avant tout ça, ils se tenaient plutôt à carreau, il n'y avait pas eu de soucis. Mais à partir du moment où la mère, qui était le dernier pilier, malgré le fait que ce soit une femme battue, s'effondre, toute la famille s'effondre, toute la fratrie s'effondre. Et les plus grands commencent à être connus par la police, parce qu'ils font des vols, qu'ils font des petits larcins. Et les plus grands le font volontiers, de faire des petits crimes comme ça, mais ils impliquent et ils poussent les plus jeunes à le faire, sinon ils les frappent. Et John n'échappe pas à cette règle, c'est-à-dire qu'il va aider son plus grand frère direct à faire des petits vols à la tire dans des magasins d'ordinateurs pour revendre des petits composants informatiques. Donc à partir de là, il n'y a plus vraiment de famille, il y a juste un lieu d'habitation avec une mère qui est un peu un fantôme, qui tombe en dépression, mais c'était inévitable là pour le coup. Des grands frères qui sont maltraitants et malveillants, mais qui eux-mêmes n'ont pas eu de figure paternelle auquel se rapporter, donc c'est un peu normal. Et les plus jeunes qui, eux, sont maltraités. Vous avez quand même deux frères qui sont à peu près vers le milieu au niveau des âges, qui vont essayer de se battre pour essayer de maintenir cette famille, parce que malgré qu'ils aient une sale réputation, pas seulement auprès de la police, mais auprès du voisinage, à l'école. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens à l'école, comme quand Robert est à l'école, les parents ne veulent pas que leurs enfants fréquentent la famille Thompson. Et les services sociaux suivent plus ou moins la famille, mais comme on en parlera certainement dans une prochaine vidéo sur un cas encore plus grave, ce ne serait pas dire plus grave qui serait le bon terme, mais qui implique très directement les services sociaux, surtout en Angleterre. Bon, en France, on a la même, hein. On ne va pas cracher sur l'Angleterre, mais il y a une énorme défaillance dans les services sociaux. Ça, c'est un grand classique, et c'est le cas ici aussi, ce qui fait que la famille coule petit à petit, et au bout d'un moment, même les derniers garçons vont finir par craquer, ceux qui essayaient de maintenir un peu un semblant de famille, ils vont finir par craquer et laisser tomber. Alors, pourquoi ? Il va y avoir malgré tout un regain d'espoir, parce que la maman, Anne, trouve un nouveau compagnon, qui s'appelle lui aussi Robert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a autour des Robert, mais a priori, elle y tient. Donc, elle a un nouveau compagnon qui s'appelle Robert, et elle est enceinte d'ailleurs d'un autre enfant, qui est malheureusement pour Anne encore un garçon. Et d'ailleurs, c'est le fameux petit bébé que mentionne Robert lors de son interrogatoire, quand il explique qu'il n'avait pas lieu de s'en prendre à bébé James, puisqu'il avait lui-même son propre bébé. Et donc, tout se passe mieux. La maman a fini par accepter d'arrêter de boire,
ce qui est énorme pour quelqu'un d'alcoolique. Mais il va y avoir quelques disputes qui vont se faire encore, et c'est sur ces disputes que 2 de ses fils vont en avoir marre, ceux qui essayaient de maintenir la famille à la surface de l'eau, et vont demander aux services sociaux d'être placés ailleurs. Ils vont être placés ailleurs, la maman va accepter en se disant que c'est peut-être une chance pour ses 2 fils de eux s'en sortir. Malheureusement, l'histoire va démontrer que c'est faux, puisque ces 2 fils-là vont faire une overdose médicamenteuse. Alors, je ne sais pas si c'est un suicide ou pas, mais en tout cas, ce placement est un pur échec. Et je me dis que cette famille elle a quand même une malédiction assez lourde, hein, mais bon. Revenons sur Robert Junior. Donc Robert Junior, quand il revient à l'école, c'est après avoir déménagé, puisque ils ont réussi à trouver un nouveau logement quand ils sont sortis de l'hôtel, et ils se retrouvent dans la même école que John. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, au début, la relation entre John et Robert ne se passe pas bien du tout. Ils se détestent et ils se sont même battus 2 fois ensemble. Mais le temps faisant, John va trouver en Robert un leader un peu charismatique, c'est-à-dire que il va voir en Robert un jeune garçon qui peut l'accepter comme il est, et surtout qui va pouvoir compenser l'énorme frustration qu'il ressent. Car Robert est un garçon qui ose faire des choses qu'aucun autre petit garçon n'est capable de faire. Et c'est ce que, malgré tout, John semble rechercher. En tout cas, jusqu'alors, il n'avait pas réussi à trouver comment compenser la frustration qu'il cumulait. La frustration d'être rejeté par ses camarades, d'être insulté, le fait d'avoir énormément de colère en lui, de ne pas savoir comment la faire, comment l'extirper de son corps, enfin, comment l'extérioriser, voilà. Et puis le fait qu'il a l'impression d'être mis à l'écart, parce qu'il n'est pas comme ses frères et sœurs, il n'a pas besoin d'autant d'attention que ses frères et sœurs. Donc il n'a pas été accepté dans l'école spécialisée, il n'est pas accepté par ses camarades, mais apparemment ce petit Robert, il est particulier, et peut-être que lui il va l'accepter. Et puis il a des jeux marrants, quoi. Il a des jeux marrants, il sèche l'école, il fait l'école buissonnière, il traîne dans les salles d'arcade, il fait des petits vols à tir. C'est des choses nouvelles auxquelles John n'avait a priori jamais pensé jusqu'à maintenant. Et Robert, c'est un peu la clé qui va ouvrir son esprit vers un monde où tout est possible. Et malheureusement, c'est pas forcément la bonne façon de compenser les choses. Parce que lui, Robert, il est dans cette, on va dire, dans ce système de petite criminalité, parce qu'il a suivi un peu ce que ses grands frères faisaient, qui l'ont poussé à le faire. Et puis, ils ont une réputation à tenir, les Thompson, donc quitte à avoir une sale réputation, autant y aller jusqu'au bout. Mais John, lui, c'est plus une question de... il est tout seul, il est trop faible pour s'affirmer, mais à travers John, il se sent beaucoup plus fort, et il peut exprimer sa colère et sa frustration d'une façon ou d'une autre qu'il ne pouvait pas exprimer avant. Et ça fait le cocktail explosif que l'on connaît de ce petit binôme, quoi. D'ailleurs, les enseignants qui se sont occupés de John et Robert à l'école primaire vont dire aux journalistes, je cite,
Nous nous sommes rendus compte que John Venable était irrésistiblement attiré par Robert Thomson, chez qui il entrevoyait les mêmes manques et les mêmes aspirations. Peu à peu, Robbie a établi son ascendant sur John et, rapidement, les deux gamins ne se sont plus quittés. Maintenant que nous avons découvert le passé de John comme de Robert, et que nous avons pu voir comment ils se sont rencontrés et liés d'amitié, nous allons essayer de comprendre comment cette amitié s'est transformée en jeu morbide de deux criminels de 10 ans. Pour bien comprendre, il faut que je vous explique en fait quel était le but de mon mémoire quand je l'ai écrit. Le sujet de mon mémoire, c'était précisément l'analyse de l'explosion criminelle quand deux personnes s'encouragent mutuellement vers le crime. Car il y a bien une chose qui est particulière dans cette affaire, au-delà de l'âge des deux petits meurtriers, c'est à quel point le fait que l'un et l'autre se connaissent et soient ensemble a fait toute la différence. Il faut bien comprendre que c'est leur rencontre qui a amené très certainement la mort du petit James. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre quel est ce lien très fort entre John et Robert et comment il est né. Car bien sûr, ce n'est pas l'unique facteur qui a amené au crime, mais c'est le facteur le plus important qui a amené à ce jour fatal. Maintenant, nous allons voir ensemble l'aspect plus psychocriminel, enfin plus psychologique d'abord, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Robert comme de John. Mais alors, je vais essayer de simplifier comme je peux, parce que même moi, quand j'avais fait mes recherches à l'époque, j'ai dû me taper pas mal de bouquins. C'était pas forcément évident. Je vais vous parler, vous expliquer le principe de plaisir de Freud, Sigmund Freud. Ensuite, je vais vous expliquer le passage à la réalité et ce qu'on appelle la castration via les théories de Françoise Dolto. Et enfin, je vais, à travers plusieurs exemples comparatifs qui sont semblables à la situation de John et Robert, vous expliquer comment l'éducation a eu son importance, aussi entre autres facteurs, bien entendu, ce n'est pas que la faute de l'éducation, bien entendu, mais comment le système parental, au-delà de toutes les frustrations qu'on aura expliquées avant, vont avoir les conséquences que l'on sait sur la vie de John et Robert à travers plusieurs cas d'études suivis par Suzanne Forward. Alors, elle a écrit un livre que je vous recommande pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Parents toxiques. Je vous montrerai à la fin de l'épisode une photo, ou même là, tout simplement. Et je vous mets un lien, mais en fait, un lien, pourquoi ? Je vous mettrai les références, en fait, pour que vous le trouviez vous-même. Et puis, voilà. Donc, c'est parti, entrons à l'intérieur de la tête de futurs jeunes criminels. Alors, comme je vous l'expliquais juste avant, on va entrer en plein dans la psychanalyse, plus précisément avec Freud, Françoise Dolto et, comme je vous l'ai dit, Suzanne Forward. Mais comme je vous l'ai précisé aussi avant, je ne suis pas une spécialiste. J'ai étudié effectivement la psychocriminologie, mais ça reste loin de ceux qui ont étudié la psychologie ou la psychanalyse. Donc, je vais essayer de simplifier ce que je sais, ce que j'ai moi appris. Donc voilà, on va commencer par le principe de plaisir, qui n'est pas une idée qui vient exclusivement de Freud, puisqu'elle a été élaborée par Gustave
Fechner, désolée, je préfère regarder pour la prononciation, hein. Donc Gustav Fechner en 1845. Mais c'était une théorie purement neurologique. Et Sigmund Freud, qui est aussi neurologue, en a fait une théorie qui, elle, était plus psychique concernant la psychanalyse. Alors, comment expliquer ça? Je vais expliquer ça d'après l'enfant, le bébé. En fait, ce que imagine Freud, c'est qu'un enfant qui naît avec ce qu'il appelle le principe de plaisir uniquement, plaisir pur. C'est-à-dire que c'est un enfant qui vient au monde. Ce qu'il a besoin et ce qu'il connaît, vu qu'il vient au monde, il ne connaît rien, c'est qu'il a faim, c'est qu'il a froid, c'est qu'il a soif, ce genre de choses. Qu'il a besoin d'être câliné par sa maman, besoin d'être rassuré, ce genre de choses. Mais c'est aussi un être qui ne connaît pas vraiment l'extérieur. Tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'on lui amène. C'est-à-dire quand il a faim, parce que sa faim est assouvie parce que sa maman lui donne à manger ou son papa. Quand il a soif, c'est la même chose. Lorsqu'il a besoin d'être câliné, c'est sa maman qui le prend dans ses bras. Et pour lui, tout ça, c'est un univers qui est autour de lui. Il n'imaginait pas au-delà de cet univers. Et cet univers est extrêmement restreint. Et de ce qu'il connaît de son univers, c'est ce qu'on appelle le plaisir, parce que quand son pur plaisir, c'est de satisfaire ces besoins-là. Et il ne sait pas ce que c'est encore la frustration de ne pas assouvir ce plaisir. Lorsqu'il n'a faim et que, par exemple, sa mère ne le nourrit pas tout de suite, il va fantasmer le fait d'être nourri. Quand je dis fantasmer, c'est-à-dire qu'il va développer tout d'abord le fantasme, la rêverie, l'imagination. Il va halluciner le fait qu'il est nourri pour essayer d'assouvir cette faim. Bon, forcément, ça ne marche pas. Mais c'est ces situations-là, à répétition, qui vont lui faire développer tout d'abord l'hallucination, le rêve, le fantasme. Quand il va comprendre que si ce principe de plaisir n'est satisfait que très peu de temps, puisque quand il hallucine le fait d'être nourri, son cerveau est satisfait, mais son corps et les besoins biologiques de son corps font que ça ne suffit pas. Ça le calme son angoisse, mais ça ne suffit pas et son corps va réclamer de la vraie nourriture, pas une simple hallucination. Et c'est à ce moment-là qu'il va arriver dans ce qu'on appelle le principe de réalité. Il est confronté à devoir faire face à l'extérieur. Pour l'instant, il était enfermé dans son propre monde, avec ses plaisirs, ses hallucinations pour assouvir ses plaisirs. Et puis, voilà. Le problème, c'est que, ça, comme on l'a dit, ça ne marche pas. Donc, il faut faire face à la réalité. Le principe de réalité arrive en place. Et il va devoir trouver autre chose que juste imaginer de la nourriture, puisque j'ai pris cet exemple, et trouver un moyen d'exprimer au monde extérieur que son corps, qu'il a besoin de nourriture. Il va être dans l'obligation de développer ses 5 sens. Il va falloir qu'il regarde, il va falloir qu'il écoute, il va falloir qu'il touche, et il va falloir qu'il crie, parce que là, il ne parle pas. Et c'est grâce à ce passage du principe de plaisir au principe de réalité qu'il va être dans l'obligation de développer ses sens et surtout d'évoluer. C'est ce qui va le pousser à évoluer. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris mon explication. Voilà, j'espère que c'est bon jusque-là.
Et vous allez voir pourquoi je vous explique ça, parce que pour l'instant on s'en fiche un peu, mais non, on s'en fiche pas. On arrive donc au principe donc de réalité, et là je vais passer à Françoise Dolto. Donc Françoise Dolto, ce qu'elle nous explique, c'est que elle, ce qu'elle appelle le principe de plaisir, elle l'appelle ça des pulsions. Et lorsque l'enfant a des pulsions qu'il doit assouvir, il peut devenir violent, et parce que plus il grandit, plus il a une force, plus il a déjà développé ses sens, et il a développé, là on parle plus du bébé, on parle de l'enfant un tout petit peu plus grand, et du coup son principe de plaisir qui était d'abord basé sur halluciner et rêver ses besoins et ses plaisirs qu'il attend, là ces plaisirs ils vont se traduire par plus des pulsions. Et qu'est-ce qui va transformer un être dirigé par ces pulsions, donc dirigé par le principe de plaisir, par un enfant qu'on peut plus ou moins, qui a été éduqué, on va dire, elle considère que l'enfant, tant qu'il n'agit que sous la pulsion, c'est un être non civilisé. Et voilà de quoi nous allons parler dans la théorie de Françoise Dolto, c'est comment en arrive-t-on à d'un enfant non civilisé à un enfant civilisé? Qu'est-ce qui va faire dans l'éducation de l'enfant que ces pulsions vont être, entre guillemets, que ces pulsions ne vont plus être maîtres de l'esprit de l'enfant? Et bien c'est tout simplement l'intervention parentale. Ce sont les parents qui vont permettre la civilisation de l'enfant. C'est pour ça que le rôle de parent est très important. Et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'on va voir que le rôle des parents chez Robert et John n'a pas forcément été à la hauteur pour compenser le mal-être de leurs enfants et peut-être possiblement aussi des pathologies mentales qui n'auraient pas été décelées à l'époque. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu flou parce que les experts n'ont pas été clairs, n'étaient pas forcément d'accord. Il y en a qui disaient qu'ils étaient des psychopathes, tout ce genre de choses. Du coup, je me lance pas là-dessus parce que personne n'est vraiment d'accord. Donc je vais m'attarder sur ce que je sais. C'est pour ça que je vous parle de la psychanalyse. Donc, j'en reviens à ce que je disais, ce sont les parents qui ont le rôle de civiliser leurs enfants. Mais alors comment ? Françoise Dolto préconise une éducation qui n'est pas basée uniquement qui n'est pas basée sur la violence. Elle pense que le fait de simplement frapper ou maltraiter un enfant, ça ne va pas le civiliser, ça ne va pas lui permettre de comprendre qu'il doit faire évoluer ses pulsions et apprendre à les canaliser. Parce qu'au fond, l'enfant, lorsqu'il est coincé dans le principe de plaisir et qu'il a ce nombre incalculable de pulsions en lui, il reste prisonnier de ce mode en fait. Et quand il est prisonnier de ses pulsions, il ne peut absolument pas respecter ni les autres ni les règles. Or, ce sont les règles et l'interaction avec autrui qui va permettre de civiliser un enfant. C'est ça que les parents doivent apprendre à l'enfant. C'est le but de l'éducation. Et c'est pas forcément facile. Les méthodes peuvent être classer la méthode préconisée par Françoise Dolto, d'après ce qu'elle a pu observer chez ses patients. Et en plus, ça date d'une certaine époque, donc je ne sais pas si on pourrait dire que ça s'applique encore aujourd'hui. Certains diront que oui, d'autres ne pensent pas, étant donné que la psychanalyse, c'est quelque chose qui évolue constamment. On l'a bien vu que le système éducatif
Quand moi j'étais jeune, génération actuelle, elle a totalement changé, pas par tout le monde, hein, bien sûr, mais on était à mon époque dans une génération de parents particulièrement punitifs physiquement, et les dernières générations sont plus élevées par des parents qui auront plus tendance à, je vais peut-être pas généraliser, mais en tout cas à ne plus être aussi maltraitante, ou pas forcément maltraitante, mais ne plus sanctionner forcément, qui est pas forcément mieux que des fois la maltraitance, parce que il y a un problème aussi chez l'enfant roi, c'est que c'est un enfant qui n'a pas appris à gérer ni ses pulsions, ni la frustration, et c'est indispensable en fait pour un enfant, pour devenir adulte, de connaître ça et de savoir gérer ça surtout. Parce que quand on ne sait pas gérer la frustration, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire face au non. Et pourtant, ça va arriver dans la vie. Et il faut savoir gérer ça. Donc, la méthode de Françoise Dolto, c'est, certes, il faut expliquer à l'enfant, donc il ne faut pas juste le frapper, il faut expliquer à l'enfant pourquoi ça se passe comme ça, quelles sont les règles, parce qu'il y a des règles, et c'est surtout important d'expliquer que ce sont des règles qui s'appliquent aussi à l'adulte, donc aux parents. Ils agissent selon les mêmes règles pour que ce soit plus acceptable aussi pour l'enfant et qu'il comprenne plus, parce que c'est plus compréhensible d'accepter des règles qui sont pour tout le monde que celles qui se sont impliquées qu'à nous-mêmes. Quand on voit que d'autres personnes, et notamment nos propres parents, doivent suivre les règles, on accepte vraiment que c'est la norme. On accepte cette norme. Mais elle préconise aussi que les mots en eux-mêmes, les explications seules ne suffisent pas du tout. Il faut accompagner l'explication au geste, entre guillemets. C'est-à-dire que il faut des vraies sanctions. Pas forcément des coups de tatane. On va pas trop aller jusque-là. Mais il faut qu'il y ait une sanction pour expliquer que ça met une limite. Parce que juste expliquer qu'il ne faut pas faire ça parce que, par exemple, ça peut engendrer les blessures de quelqu'un, ça peut engendrer le fait que des catastrophes, peu importe. Il faut, si cela se produit ou se reproduit, puisqu'on peut dire que la première fois on explique, si ça se reproduit, il faut sanctionner. Parce que si on explique mais qu'il n'y a pas de sanction, pour l'enfant, ce n'est pas une vraie règle. C'est quelque chose qui est dit, qui passe, mais ça n'impose pas de limite. Et ce qui fait que l'enfant va se civiliser et va apprendre à gérer ses frustrations, ses pulsions, ce sont les limites que ses parents vont lui imposer, vont lui apprendre. Ces choses-là, qui peuvent paraître pour certains parents difficiles, sont malgré tout indispensables pour l'évolution et la psychologie de l'enfant. Donc, c'est comme ça que l'explique Françoise Dolto. Et alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner toutes les explications que j'ai annotées par rapport à notre cas du jour, à savoir Robert et John. Donc, je vais essayer d'exprimer ce que Françoise Dolto signifie par ce que je viens de vous dire, avec une phrase qu'un parent pourrait dire à son enfant pour lui expliquer. C'est peut-être plus simple comme ça. En refusant de respecter la règle que je te demande de respecter, ce n'est pas seulement à moi que tu désobéis, c'est à la loi que tout le monde respecte parce qu'elle a cours dans la société et que je dois, moi aussi, même si je suis une grande personne, respecter. Petit tips pour les parents, bon, simplifiez si vous voulez, c'est cadeau. Et par rapport à nos cas, donc par rapport à Robert, il y a eu un manque. Car Robert Thompson a vécu dans une famille où
on n'a pas expliqué ce genre de choses. Il y a plusieurs facteurs à ça. D'abord, premièrement, son propre père, Robert Senior, a fait de la prison. Ensuite, il ne s'est pas occupé de ses enfants, donc il n'a pas expliqué quelles règles il devait suivre. La mère a été démissionnaire aussi, puisqu'elle a préféré... Enfin, elle a préféré. Ouais, elle n'a pas préféré. Elle a sombré dans l'alcool, puis dans la dépression, donc démissionnaire aussi. Ceux qui ont instauré une règle au sein de la famille, ce sont les aînés. Les aînés qui, eux, ont un casier judiciaire, sont des personnes qui volent, qui sont maltraitantes, qui sont insultantes et qui ont une relation ascendante sur leur cadet, dont John. Donc, on voit bien que là, toute la partie qui sert à éduquer, donc à civiliser l'enfant, est complètement foutue à l'eau. Robert n'a pas été concerné par cette partie que je viens d'expliquer et qui est la théorie de quelle est l'éducation selon Françoise Dolto. Donc la première faille pour Robert Thompson, elle est là. Et c'est une grosse faille quand même. Parce que, comme on peut l'imaginer, ne pas avoir de règles, c'est aussi ne pas avoir des limites. La seule limite que peut avoir à la rigueur Robert, c'est le fait que il y a une sanction qui se fait, c'est-à-dire être frappé par ses frères aînés, mais pas parce que il a fait une bêtise, c'est plutôt parce qu'il n'en fait pas. Donc il y a des règles qui sont mises en place, mais ce ne sont pas du tout les bonnes. Et ce ne sont surtout pas les règles de la société. C'est pour ça que Robert se retrouve complètement à l'écart du reste de la société quand il est à l'école ou quand il est quand il est à l'extérieur même de sa maison, puisque la famille Thompson a une mauvaise réputation, donc personne ne veut les fréquenter. Ils sont des marginaux. Les marginaux, c'est un peu ça, c'est parce qu'ils suivent une règle qui n'est pas les règles de société, du coup, ils sont mis à l'écart. Et John, du haut de ses 10 ans, depuis plusieurs années, c'est sa vie, c'est un marginal qui vit selon des règles qui ne sont pas celles de la société, et comme beaucoup d'enfants, en fait, qui vivent dans une famille toxique, en fait, ils ne suivent pas les bonnes règles ou ils n'ont pas du tout de règles. Et quand ils n'ont pas du tout de règles, ils n'ont pas de limites. C'est hyper dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut constater que quand Robert Thompson se retrouve dans le centre d'éducation, quand il en sort, on n'en entend plus parler parce que c'est à l'intérieur de ce centre d'éducation qu'on lui a instauré les bonnes règles de société, qu'on lui a appris les limites, qu'on lui a appris à gérer ses pulsions et ses frustrations. Et c'est ce temps qu'il a passé là-bas, les 9 ans qu'il a passé là-bas, qui a remplacé l'éducation qu'il n'a pas eue au sein de sa propre famille. C'est pour ça qu'a priori, Robert Thompson est réhabilitable. Par contre, John, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, Françoise Dolto l'explique très bien. Le fait que l'enfant, même quand on lui explique et qu'on lui explique les règles, et que malgré qu'il refuse de suivre les règles, parce que c'est clair qu'un enfant, même si on lui dit qu'il ne faut pas faire ça, il va mettre un certain temps avant d'accepter de ne pas le faire vraiment. Comment réussir à ce qu'il finisse par suivre les règles, c'est en lui expliquant et en maintenant fermement la règle en place. Et pour cela, c'est vrai qu'il est important aussi d'avoir de l'amour qu'un parent doit avoir. On fait comme on peut, j'ai envie de dire, mais c'est ça qui va faire que l'enfant finit par accepter les règles. Et faut tenir, quoi. Je sais que c'est pas facile, et
et que c'est pas évident du tout d'être parent parce que franchement c'est beaucoup de responsabilités, c'est de la patience, et cette patience elle se situe surtout là. Le fait d'avoir la patience d'expliquer encore et encore et de maintenir fermement ses idées par rapport aux règles de société à imposer, c'est pas évident. Mais c'est ce qui fait la réussite de l'évolution de son enfant. Et je ne jetterai jamais la pierre aux parents qui ont des difficultés à le faire parce que c'est quelque chose qui est horriblement dur. Donc je comprends la difficulté qu'il y a à en arriver là. Mais bon, malheureusement on peut y échapper. Ça se fait plus ou moins facilement et ça se fait plus ou moins tout simplement. Mais je pense que quand des parents ont des enfants qui s'en sortent plutôt bien, en tout cas au niveau du fait de bien s'intégrer dans la société, c'est qu'ils ont quand même fait du bon boulot finalement, hein, parce que c'est ça le plus difficile en vrai. Et c'est la grosse différence, pour revenir à notre sujet, entre John et Robert, c'est que alors que Robert donc a cette grosse défaillance de ne pas forcément avoir l'amour de ses parents, de ne pas avoir des règles à suivre et de ne pas avoir de limites imposées, lui, John, a eu l'amour parental, une éducation qui était plutôt là, puisque en fait il s'est senti protégé à l'intérieur de sa maison. C'est à l'extérieur qu'il a commencé à avoir des problèmes, mais au sein de sa maison, il n'a jamais eu de réel problème, même si lorsqu'il a commencé à changer de comportement, à l'intérieur de la maison aussi, lui-même a commencé à devenir plus insultant et agressif envers sa propre mère. Mais ce sont les conséquences de l'extérieur qui sont venues s'infiltrer à l'intérieur. Ce n'est pas le contraire. Et le pourquoi un enfant va finir par accepter de suivre les règles, c'est que malgré tout, quand on n'arrive pas à être comme tout le monde, quand on se retrouve dans une sorte de rejet parce qu'on ne suit pas les mêmes normes, ça devient pour l'enfant quelque chose de particulièrement angoissant. Et il comprend avec le temps que pour sortir de cette angoisse, il faut accepter les règles que nos parents essaient de nous apprendre, quand ce sont les bonnes règles, bien entendu. Dans le cas de Robert, cette angoisse, elle est permanente, du coup, puisqu'il n'a personne qui puisse compenser cette angoisse et lui apprendre comment à les gérer et à évoluer en les faisant disparaître petit à petit. Et John, lui, malgré l'amour qu'il a eu de ses parents, en fait, l'angoisse va naître malgré tout. Enfin, j'imagine que c'est parce qu'il a les règles qu'il a apprises et le fait que sa mère soit débordée par ses frères et sœurs fait qu'elle n'a plus le temps nécessaire pour essayer de l'aider à calmer ses angoisses, pour lui donner les règles et les conseils nécessaires pour surmonter ses angoisses. Mais là, pareil, je jetterai jamais la pierre à cette femme parce que elle était submergée, elle était toute seule, hein, et que c'était déjà très difficile pour elle d'en arriver là, d'arriver à s'en sortir. Donc oui, effectivement, elle n'a pas pu gérer 3 enfants, dont 2 en handicap plus ou moins lourd. Donc, à cause de ça, malheureusement, ça a failli sur le principe de gérer les pulsions. Voilà. Et c'est comme ça que John s'est rabattu, entre guillemets, vers Robert, puisque Robert, lui, a trouvé comme moyen de gérer ses pulsions, de trouver son système de limites et de non-limites pour le coup, et ses règles par lui-même, dans son propre monde qu'il a créé, parce que c'est pas réellement ses frères qui l'ont fait, donc il a pris un peu de ce que ses frères lui ont donné, mais il a
décidé de faire ses propres règles parce que personne ne lui disait il faut suivre forcément ça. Donc il a créé ses propres règles. Et John, qui lui non plus s'est retrouvé perdu et entre guillemets en roue libre, a trouvé chez Robert quelqu'un qui, par les règles que lui avait mis en place, peut répondre à ce que John était prêt à accepter comme règles et limites. Et je vais arrêter de dire limites parce qu'en fait, justement, dans leur univers qu'ils ont fini par créer tous les deux, avec leur propre système de gestion des pulsions, avec leur propre système de passage de non civilisé à civilisé, mais selon leurs normes à eux, ils ont créé leurs règles, mais il n'y avait pas de limite à ces règles. C'est ça la différence, et c'est ça qui va causer leur perte, et qui va surtout causer la mort de James, c'est que dans leur système à eux, qu'ils ont créé eux-mêmes à partir de leurs propres règles qu'ils n'ont pas su trouver dans leur famille, et il y avait personne pour mettre des limites, parce que normalement c'est le parent qui met des limites, et alors que Robert, lui, n'avait aucun parent pour le faire, John, je pense que sa mère lui avait donné des limites à un certain point, son père aussi, je suppose, mais que la surcharge mentale que subissait sa mère a fait que, à un moment donné, elle était obligée de prioriser son frère et sa sœur, et que John a certainement dû se sentir abandonné, et cet abandon, il l'a vécu de sorte à rejeter en fait les règles de sa mère. Puisqu'il s'est dit, moi, on n'a pas voulu m'aider en me donnant les mêmes chances et les mêmes règles que mon frère et ma sœur, puisque j'ai pas le droit d'intégrer la même école, je suis pas acceptée par les autres comme mon frère et ma sœur le sont dans leur groupe scolaire. Ça veut dire que les règles de ma mère ne fonctionnent pas. Moi, je veux en trouver des autres qui fonctionnent. Et celle qu'il va trouver, c'est celle de Robert. Enfin, moi, c'est mon explication. Donc, c'est pour ça que je vous explique tout ça. C'est parce que j'aimerais que vous compreniez comment Robert et John se sont trouvés et comment Robert et John se sont, malheureusement pour James, bien trouvés, parce que ils se poussent tous les deux à aller toujours plus loin puisqu'ils n'ont plus de limites. Dans leur monde à eux, avec leurs règles, la chose qu'il n'y a pas et qui est un manque important, c'est la limite. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui va malheureusement conduire à la mort de James. Et je pense aussi c'est ce qui fait que même après, quand il sort du centre de réinsertion, Robert, lui, a réussi à reprendre de nouvelles règles, puisqu'il n'en avait jamais eu vraiment avant, alors que John, lui, a réussi à intégrer ces nouvelles règles aussi un certain temps, mais que peut-être que la différence entre John et Robert, c'est que John, lui, il doit avoir constamment quelqu'un qui lui rappelle ses règles. Alors que Robert, lui, a su les intégrer à durée illimitée, et que même seul, il a réussi à le faire, ou peut-être qu'il a aussi trouvé quelqu'un qui lui a permis de prendre le relais, peut-être un compagnon, une compagne, selon qu'il soit hétéro ou homosexuel, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie actuellement, mais il a peut-être aussi trouvé quelqu'un qui l'a aidé à continuer à suivre ses règles, à continuer à avoir des limites, continuer à évoluer dans le bon sens, quand John, lui, ne l'a peut-être pas trouvé. Et c'est quelqu'un qui aussi est, je pense, mentalement un peu plus faible que Robert, puisque déjà Robert avait l'ascendant sur John. John était très nettement le suiveur, et je pense que dans sa vie, même après, adulte, il avait besoin de suivre quelqu'un qui lui dise quoi faire, comment faire. Et peut-être qu'il n'a pas trouvé la personne, ou même s'il il avait une petite amie, peut-être que cette petite amie, ne sachant pas forcément qui il était, attendait de lui qu'il soit le leader.
et il n'a pas réussi à assumer son rôle. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Quoi qu'il en soit, moi, c'est mon hypothèse à moi de penser que c'est leur rencontre qui a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Et que c'est selon les explications de psychanalyse que je vous ai données, qui pour moi expliquent le mieux l'évolution criminelle de John et Robert à 10 ans. Ils se sont créés un monde sans limite, pour résumer. Donc je vais juste vous donner 2-3 exemples cités par Susan Forward pour finaliser cette hypothèse qui est la mienne et pour illustrer peut-être plus clairement ma théorie. Je vais citer en fait un exemple qu'elle a donné lorsqu'elle parle d'un de ses patients dont la mère est alcoolique. Je vais vous dire ce qu'elle a demandé à son patient et après je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait rappeler Robert, vous en doutez, puisque c'est la mère de Robert qui était alcoolique, pour comprendre aussi un peu mieux l'état d'esprit de Robert quand il était jeune. La dégénération prend des proportions gigantesques pour quiconque habite le foyer d'un alcoolique. L'alcoolisme, c'est comme un dinosaure au milieu du salon. Pour une personne de l'extérieur, il est impossible d'ignorer le dinosaure, mais pour ceux qui vivent dans la maison, il est impossible de chasser le monstre. Alors, ils sont forcés de faire comme s'il n'était pas là. C'est la seule façon de coexister. Dans ces maisons, on ment, on excuse, on dissimule constamment, ce qui entraîne un grand chaos émotionnel chez l'enfant. Le climat émotionnel et psychologique qui règne dans les familles d'alcooliques est semblable en grande partie à celui des familles où les parents se droguent, soit de façon illégale, soit par les moyens de prescription médicale. Donc, ce que moi j'ai analysé par rapport à ce qu'elle a dit et son exemple par rapport à notre sujet du jour, c'est qu'on retrouve certains des aspects de cet état chez Robert, notamment de sa façon de défendre son innocence par le mensonge lors de son interrogatoire. Il voulait paraître comme un enfant droit et intègre en disant que ça ne pouvait pas être lui parce qu'il avait déposé des fleurs pour le petit James pour lui rendre hommage, et puis qu'il avait déjà son propre bébé qui n'avait aucune raison de s'en prendre au petit James. Mais finalement, il n'a pas réussi à maintenir ce rôle très longtemps parce que, à partir du moment où sa culpabilité a été avérée, la maman de Robert a complètement disparu du radar. Elle ne s'est pas présentée au tribunal, aucun de ses frères ni son propre père n'est venu lors du procès, personne n'est allé lui rendre visite quand il était incarcéré. À partir du moment où il a été avéré que c'était vraiment lui le coupable, il a été totalement abandonné par sa famille. Contrairement à John qui a ses parents qui étaient là durant le procès, qui sont allés le voir quand ils le pouvaient et qui l'ont soutenu même à sa sortie de prison, enfin de centre de réinsertion ou de rééduction, je ne sais plus comment on dit, centre pénitentiaire pour mineurs, pardon. Depuis le début je dis réinsertion, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc voilà. J'en ai plein d'autres exemples, mais j'ai pas envie de prendre trop de temps dessus, parce que je crois que la vidéo va être déjà assez longue. Je vais donc conclure avec des citations d'experts qui ont parlé de cette affaire et qui, je trouve, sont particulièrement pertinents par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc, Aaron Ben-Tovim, docteur en psychiatrie, dit « Ces deux garçons avaient très peu de ressources morales. James est devenu de plus en plus angoissé et la seule capacité de réaction qu'il possédait devant cette situation était de le frapper, de le faire taire. » Paul Brighton, consultant psychologue en forensique, dira
La plupart des gens diront que beaucoup d'enfants ayant une enfance difficile ne font pas ce genre de choses. Mais c'est aussi parce que ces enfants trouvent à travers l'école, d'autres amis, leur propre famille, des alternatives externes pour se corriger et compenser les frustrations. La clé pour expliquer ce qui s'est passé est que Robert Thompson et John Venable n'ont pas trouvé de source extérieure pour se corriger. Ils se sont trouvés tous les deux. C'est là la tragédie. Personne n'a vu que ces deux garçons constamment ensemble ont créé leurs propres univers avec leurs propres règles. J'adore celle-là parce qu'elle résume tout ce que je me suis cassé la tête à vous expliquer il y a 2 secondes. Bon, je pense que à cette phrase seule, vous n'aurez peut-être pas tout capté parce que c'est plus facile avec les explications quand même. Ensuite, David Cantor, professeur de psychologie à l'université de Liverpool, dira, lui, il s'encourageait à aller à l'étape au-dessus et maintenir le sentiment d'estime aux yeux de l'autre garçon, ce qui les poussait à faire des choses potentiellement plus destructives, vicieuses. L'école et même être en dehors de l'école était ennuyeux, donc ils devaient inventer des jeux et des activités. Donc ce jour-là, ils ont décidé qu'il pouvait être intéressant de prendre un gamin et de l'impliquer dans quelque chose proche d'un jeu qui constituerait à lui faire du mal. Voilà, c'est sur ces citations qui parlent d'elles-mêmes qu'on va se quitter. J'espère que j'ai été assez claire, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Je le répète et je le redis, ce n'est que ma théorie. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Je serais vraiment très curieuse que vous me dites en commentaire si vous avez, par exemple, changé d'avis par rapport à la première vidéo sur ce que vous pensiez de Robert et John, ou si au contraire ça a conforté l'idée que vous aviez déjà. Si vous pensez que cette vidéo a vraiment été utile, est-ce que le fait de connaître leur passé vous a fait comprendre quelque chose? Le fait que la théorie que je vous ai proposée, est-ce qu'elle vous a fait comprendre quelque chose? Est-ce que vous y adhérez ou est-ce que au contraire vous trouvez que c'est simplifié ou que ça n'a rien à voir? Après, sur cette théorie, je tiens à préciser que ce n'est pas le seul facteur qui amène à tuer un enfant de 2 ans. C'est un des plus gros facteurs pour moi, mais ce n'est pas du tout l'unique facteur. Mais c'est dans tous les facteurs qui existent, pour moi, l'un des plus importants à expliquer pour comprendre cette affaire réellement profondément. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ce que vous avez à me dire en bas, dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire. Et je voudrais vous promettre d'essayer d'être un peu plus régulière, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je vais faire de mon mieux, et puis en attendant, à la prochaine. Salut!